Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Delval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Salut tout le monde, auditeurs, auditrices, bienvenue au 12e épisode de l'équilibre digital. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit un pirate, tenez-vous bien. Personne ne devrait faire de bruit de pirate au couler de navire, là, mais vous allez comprendre un petit peu, ça va être un épisode le fun, c'est certain. Je suis tellement content parce qu'on a la chance de recevoir au podcast quelqu'un que je suis sur LinkedIn depuis le début, que je me suis lancé en affaires l'année passée. Je suis son contenu allègrement parce qu'il amène des sujets d'une manière légère, mais on finit toujours par ressortir avec des réflexions intéressantes. Très, très, très content de recevoir celui qui cultive l'épanouissement des gens, l'autoproclamé pirate, que j'ai hâte qu'il nous parle dans un instant, le cofondateur de l'OBNL Go Pirate, aussi coach et conférencier, Monsieur Olivier Fortier. Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ça se passe bien pour toi en ce début d'été. Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'accueil. Yes, that's it. Super content que tu sois avec nous. En premier, Olivier, j'ai pas d'autre choix que de te demander pour nos auditeurs qui te connaissent pas, mais surtout pour moi qui a encore jamais eu la chance de te poser la question, c'est quoi un pirate? C'est, bon, évidemment, juste pour préciser, on met pirate avec un Y, puis le monde nous pose souvent la question aussi, puis je vais pouvoir y répondre en même temps. Donc, d'abord, le Y, c'est pour se différencier des pirates maritimes qui sont encore existants aujourd'hui et aussi des pirates informatiques. Donc, on n'a rien à voir avec eux. Pirate avec un Y, en fait, on a pris ça dans un très, très vieux livre qui s'appelle The General History of Pirates. Puis, mais c'est une seconde. Je pense qu'il va falloir couper. Je ne suis pas certain que c'est ça le titre. Je crois que c'est ça. Excusez-moi. Oui, c'est bien ça. Donc, The General History of Pirates, c'était écrit avec un Y à l'époque. Et c'est juste pour clarifier le fait qu'on s'inspire des pirates de cette époque-là. Si vous connaissez Barbe Noire, etc., c'est cette bande-là en ce moment qu'on parle, puis qu'on s'inspire. Un pirate, un petit peu comme les pirates de cette époque-là, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement dépendant des structures en place pour pouvoir bien fonctionner. Quelqu'un qui trouve que fonctionner d'après les règles qui sont en place ne fonctionne pas tout le temps pour lui. Et donc, qui en propose des meilleures. Ça veut dire qu'il faut aussi parfois les briser. On ne les brise pas pour le plaisir, on les brise pour pouvoir justement mieux fonctionner puis apporter des meilleures règles pour la situation dans laquelle on vit. Donc, un pirate, c'est quelqu'un, peu importe la sphère où il est, pas nécessairement dans le travail, dans sa vie à lui aussi, qui est indépendant, qui a beaucoup d'agentivité, c'est-à-dire qui est capable de proposer des solutions à des problèmes dès qu'il les voit, sans nécessairement demander la permission. Quelqu'un qui est en contrôle de son narratif, qui ne donne pas le contrôle nécessairement de son contexte aux autres, sans nécessairement aller à l'encontre des autres ou aller opprimer les autres. C'est quelqu'un qui est en contrôle de ce qui se passe, qui ne se laisse pas contrôler par les autres. Je ne suis pas sûr que je suis satisfait de mon explication. Moi, je trouve que c'est bien répondu. Ouais, non, c'est super bien répondu. Ça fait un bout que je te suis également sur les réseaux sociaux. Fait que je suis contente d'avoir enfin la réponse à ma question. Ouais. Et ben, écoute, on n'a pas vraiment rentré dans le qui que t'es. Tu sais, Jean-Michel a fait une petite description de toi au début. Mais justement, tu nous expliques un petit peu de où vient l'origine du nom, mais de où vient l'idée, en fait, aussi, puis de vous baser de ce nom-là pour faire découvrir aussi qui vous êtes. Donc, explique-moi un petit peu ce parcours-là aussi. Oui. Moi, personnellement, j'ai fait une quinzaine d'années en développement logiciel. J'ai fini gestionnaire. Au début, je n'étais pas un très bon gestionnaire parce que je faisais ce que les autres gestionnaires autour de moi faisaient. Puis, éventuellement, je me suis ramassé Scrum Master dans le monde de l'agilité en développement logiciel. Et pour moi, au départ, j'étais certain que c'était la réponse à tout. À pouvoir être heureux au travail, là, si on est agile, on est heureux. Ça a été difficile quand j'ai compris que ce n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais même en étant dans un environnement qui était plus agile, donc qui s'adapte mieux avec un peu plus d'autogestion, j'ai vu des équipes qui étaient misérables
mur à mur et qui ont vidé la place très, très rapidement dans des contextes qui étaient très difficiles. Et là, il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. On fait quoi maintenant pour ne pas être misérable au travail? Je me suis rendu compte que si j'attendais que quelqu'un vienne me sauver, j'attendrais toute ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon associé Maurice, qui m'a essentiellement fait comprendre, si tu veux que les choses changent, tu changes l'environnement de travail dans lequel tu es ou tu changes d'environnement de travail. Puis, fait que j'ai décidé, je vais essayer quelque chose. J'avais dépassé mon point de non-retour, moi, à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais déjà brisé en moi l'amour que j'avais pour la compagnie où je travaillais. Fait que j'ai décidé de faire ce que je pensais et ce que je voulais, dans l'intérêt de mes équipes. Ça a bien marché. Et là, je me suis rendu compte de la puissance de comprendre que ce n'est pas à ton avantage de connaître ta place. Hein? De faire des choses parce que c'est la bonne chose à faire, des fois, ça vaut la peine. Et puis, quand j'ai proposé de faire ça à temps plein à mon patron à cette époque-là, il m'a dit, c'est pas pour ça qu'on t'a embauché. Et j'ai compris qu'il fallait que j'aille le faire ailleurs. Et là, je suis devenu, essentiellement, je me suis dit, je vais aller chercher tout ce que mon patron actuel, là, j'aurais besoin qu'il ait. Fait que je vais essayer de devenir le patron que j'ai besoin d'avoir. Puis je l'ai essayé dans une compagnie qui avait besoin de ça, qui voulait ça. Un gestionnaire qui se met au service des gens, qui les amène plus loin, puis qui n'est pas dans leurs pattes à tous les jours parce qu'il les traite comme des adultes. Ça a tellement bien marché que, après 1 an, je suis parti parce qu'il fallait que j'apporte ça ailleurs. Fait que c'est mon histoire à moi, tu sais, essentiellement. Ce que je fais, puis tu sais, mon header LinkedIn, là, je cultive l'épanouissement des gens. Je l'ai depuis 2018, je ne l'ai jamais changé parce que c'est encore ça. Tout ce que je fais est en fonction de ça. Est-ce que les gens s'épanouissent dans leur travail ou dans leur vie ou est-ce qu'ils sont pas des prisonniers, mais est-ce qu'ils sont des victimes de leur travail? Et moi, j'essaye d'apporter des environnements où les gens peuvent s'épanouir. Puis, c'est pour ça qu'on a créé Go Pirate aussi. Maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi pirate? Mon associé, c'est un historien. Moi, je suis un nerd d'histoire aussi. Puis, on avait des concepts qu'on voulait amener. Ça se tenait tout bien, mais il nous manquait un hook, une analogie où ce que les gens comprendraient. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un excellent livre. Il nous a parlé d'un livre qui s'appelait Be More Pirate de Sam Conniff-Allende. Puis, ce gars-là, c'est incroyable ce qu'il fait. Il fait essentiellement, vous voyez les pirates de l'époque, ceux duquel on s'inspire. Regardez ce qu'ils ont réussi à faire simplement en ne suivant pas les normes de l'époque. OK? Fait que si on parle de 300 quelques années, là, il y avait l'équité salariale, c'est-à-dire que la différence entre le matelot et le chef, là, qui était le capitaine, était d'à peu près 2 à 4 fois le salaire. Aujourd'hui, dans une entreprise, le PDG aux États-Unis fait 400 fois le salaire moyen. Il y avait, le capitaine était élu démocratiquement. Connaissez-vous beaucoup d'entreprises qui élisent leur PDG? Non. Eux faisaient ça. Et s'il était élu, ça veut dire que chaque personne avait une voix. Une personne, une voix, un vote. Fait qu'il y a des gens, beaucoup d'anciens esclaves qui se ramassaient dans les bateaux pirates et qui tout d'un coup avaient un droit de vote. Il y a 300 ans, c'est quand même pas banal. Tu sais. Ils ont fait un paquet de choses qui, aujourd'hui, on a de la difficulté à rattraper. Les autres ont réussi à faire ça il y a 300 ans. Tout simplement en se disant, écoutez, moi, me soumettre à la monarchie, ça me nuit. Fait que je vais essayer d'être libre en proposant quelque chose de mieux à des gens qui ont envie de la même chose que moi. Fait que nous, on s'est inspiré de ça. Puis, essentiellement, Go Pirate, on pense qu'en faisant les choses fondamentalement différemment, on est plus libre, plus heureux. Puis, c'est pas nécessairement le chaos non plus. Parce que dans un bateau pirate, c'était pas des enfants de cœur, hein? Il y avait une structure, il fallait que ça marche. Ça ne pouvait pas être anarchie et le chaos non plus. Quelle bonne analogie. Super. Écoute, moi, j'aime vraiment l'analogie. C'est vraiment super intéressant. Puis, je voulais enchaîner avec une autre question, Olivier, pour toi. Il y a une phrase de toi qui m'a vraiment capté mon attention. Je pense que ça fait un petit bout que tu en avais parlé justement sur LinkedIn. Tu as fait mention à un moment donné que nous devons mutiner contre le comment on a toujours fait. Explique-moi un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Voyons donc, c'est pas comme ça qu'une business, ça marche. Hein? On a toujours fait ça de cette manière-là, puis on va finir par tout le temps faire ça de cette manière-là. Où est-ce que ça nous amène aujourd'hui? Hein? T'imagines-tu? Regardez, je vais vous donner un exemple simple.
Les restaurants, là, qui ont dit, ben, on va attendre que le gouvernement règle ça, la pandémie, puis on va continuer de faire comme on faisait avant, sont toutes fermés aujourd'hui. OK? C'est la même chose pour n'importe qui, n'importe quoi. Si tu n'es pas capable de t'adapter à un contexte qui est émergent puis qui est en constant changement, on finit par mourir. OK? Tous ceux qui ne croyaient pas, ben regardez, là, en ce moment, les véhicules électriques qui sont. Hein, ça s'en vient en quantité. Là. Ceux qui ne l'offriront pas dans quelques années, ils vont en arracher. C'est la même chose pour n'importe quoi. Et dans le travail, il y a comme on a toujours fait, puis il y a pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose de mieux? Un autre de mes arguments aussi, c'est, regardez, si on fait comme les autres, c'est un peu difficile de se démarquer. T'sais? On ne se démarque pas en mettant, en se déguisant avec une peau de mouton, en allant d'un troupeau et en faisant ben. L'idée, c'est, pour être impossible à ignorer, tu n'as pas le choix de faire quelque chose différemment. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais plaire à tout le monde, si c'est vraiment ça que tu veux. Parce que pour plaire à tout le monde, il faut avoir un message qui est tellement drabe que toutes les autres ont le même message aussi. Donc, l'idée, c'est qu'il faut drastiquement se demander aussi, est-ce que ce qu'on fait depuis toujours est la réponse aussi à des contextes qui sont volatiles, puis changeants, puis ambigus. Donc, c'est un peu la base de tout ce qu'on fait. T'sais. Mais comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps. C'est de plus en plus vrai. Mais ce n'est pas nécessairement un principe fondamental, dans le sens que je ne voudrais pas que les gens commencent à faire différemment juste pour faire différemment, en fait. Tu comprends? Il faut il faut que ça apporte une valeur, il faut que ça réponde à un besoin. Tu sais. Mais juste pour flasher, ça peut aider, mais après. Hein? Donc, ben, l'idée, tu sais, c'est si tu fais comme les autres, tu vas être facile à ignorer éventuellement. Et nous, on veut être impossible à ignorer. Donc, ça devient un petit peu de là. J'aime comment tu l'apportes. C'est pas de changer pour changer, c'est de changer pour faire mieux, en fait. Ben, c'est ça. C'est pareil comme quand on dit de briser des règles. Hein? Il y en a qui aiment ça de faire ça pour le plaisir. Ben, tout ce qui va arriver, c'est du trouble pour eux autres. Mais si tu brises une règle en proposant une qui est meilleure et qui a des meilleurs résultats, là, tu te fais remarquer dans ta compagnie. C'est pas la même chose. Fait que tout est dans l'intention. Et voilà. Ouais. Je t'emmène un petit peu ailleurs, Olivier. J'ai l'impression qu'il y a une tendance qui commence à prendre de l'ampleur dans le monde des RH aujourd'hui. On en a d'ailleurs parlé avec Vicky Jabin puis Anne-Sophie Michel dans notre spécial RH il y a quelques semaines à notre podcast. On parle beaucoup de responsabiliser de plus en plus les niveaux hiérarchiques d'une entreprise parce que ça l'aide à l'efficacité, responsabiliser plutôt que toujours y aller top-down pour la prise de décision. Mm-hmm. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire quand vous parlez de votre une phrase que j'ai vue dans votre site là, qui était je cite la décentralisation des structures grâce à la mise en place d'équipes autogérées? Il y a beaucoup en lien avec ce que tu dis, effectivement. Il faudrait peut-être voir la définition de responsabiliser. Mais oui, les équipes autogérées, oui, essentiellement, c'est ça. Tu sais, c'est comment baisser, ça, j'aime beaucoup cette expression-là, baisser le centre de gravité de la prise de décision. Hein? Fait que, oui, effectivement, regarde, une structure qui est hiérarchique et très forte, appelons-la pyramidale, mettons, OK? C'est-à-dire que tout le pouvoir décisionnel est en haut, puis toute l'action est en bas. Et ça fait que ça doit être très, très, très bien distribué, le poids, pour que ça tienne. À partir du moment où, à un moment donné, l'information est plus en haut, excusez-moi, à partir du moment où l'information qui est en bas ne se rend plus en haut, où le pouvoir ne se rend pas assez en bas, à un moment donné, la pyramide ne marche plus. L'idée vers un concept qui est plus décentralisé, c'est imaginez comment on appelle ça, du papier bulle, là. Hein, du papier plastique bulle. Là. Imaginez une entreprise qui, au lieu d'être une pyramide, est faite de papier bulle comme ça. C'est-à-dire que c'est des bulles qui sont assez indépendantes, qui relèvent quand même d'un point central, hein, c'est-à-dire que les bulles, ben, ils ne vont peut-être pas tout le temps décider, par exemple, leur budget ou sur quoi ils travaillent, etc., mais qui sont assez indépendantes pour pouvoir prendre des décisions localement. Et puis, si jamais, pour une raison X, hein, qu'on ne connaît pas, deviennent obsolètes
ou ont des problèmes, etc., être monté en réseau d'équipes indépendantes, une équipe qui saute ne va pas faire tomber le reste. Mais dans une équipe qui est plus structurée, qui est plus pyramidale, avec les pouvoirs en haut, l'information en bas, une équipe en bas qui saute peut faire tomber le reste de la compagnie. C'est aussi moins risqué. Et l'idée aussi, c'est, vous savez, des gens qui ont une voix au sein d'une entreprise, qui sont appelés à pas juste prendre des décisions, mais participer aux décisions, sont généralement plus... vont généralement être plus autonomes. Ils vont s'approprier l'entreprise comme si c'était la leur. Et c'est pas la même dynamique que dans une entreprise qui est très, très top-down. Hein? Souvent, quand tu es en bas de l'échelle, puis que tu te fais dire à journée longue, où tu comprends à force des choses à journée longue, que ton travail, c'est de essentiellement connaître ta place, puis d'exécuter ce qu'on te dit. Ton engagement n'est pas nécessairement très fort. Hein? Fait que l'idée, en décentralisant ça, en laissant des groupes plus autonomes prendre des décisions, aussi décider de comment ils veulent vivre l'entreprise, hein? de c'est quoi leurs règles à eux autres. Une équipe peut avoir ses règles qui sont complètement différentes de l'autre équipe. Moi, j'aime pas beaucoup le one size fits all. Je me rends compte que ça donne souvent du one size fits none. Et surtout, moi, en plus, je suis assez bâti, donc le one size fits all ne m'a jamais fait. Et fait que je crois beaucoup à des décisions qui sont locales, qui vont faire en sorte qu'une équipe, si elle est au centre des décisions qu'elle prend, va être aussi responsable, puis elle va avoir comment on appelle ça? Elle n'est pas juste responsable de ce qui va se passer, elle est accountable. C'est le mot que je cherche. Ça laisse beaucoup plus de jeu aussi aux gens qui voudraient se développer de différentes manières. C'est-à-dire que dans une structure plus traditionnelle, c'est difficile de bouger des fois en parallèle ou en bas. En fait, on voit souvent qu'on veut aller vers le haut. Puis des fois, c'est pas exactement là qu'on devrait être, on n'est pas prêt. Ça donne le principe de Peter. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Oui. Est-ce qu'on l'explique pour vos auditeurs? J'adorerais ça que tu l'expliques parce que c'est tellement bon, ce principe-là. Ah, j'adore beaucoup ça aussi. C'est quelqu'un qui est rendu à un point où, tu sais, quand on monte en compétence, c'est parce qu'on est très bon. Fait qu'éventuellement, on est bon. Puis à une manière, on atteint un moment où on n'est pas très bon. Qu'est-ce qui arrive? On arrête de monter. Fait qu'on reste pris dans un rôle ou un poste où on n'est pas bon. Parce que si on était bon, on continuerait. Et je ne me trompe pas, la théorie disait dans une équipe, une compagnie qui ne change pas, avec le temps, tout le monde se ramasse à son maximum de niveau d'incompétence. Exactement. Ouais. J'aime beaucoup ça. Puis l'idée, c'est ça. C'est que est-ce que quelqu'un, par exemple, moi, c'est comme ça que j'ai vendu quand je vous disais que je suis allé faire le gestionnaire que j'ai toujours eu besoin d'avoir. Mm-hmm. Je suis allé d'une compagnie en développement, mais ça faisait 5 ans que je n'avais pas fait du développement. Puis je leur ai dit très clairement, regardez, si vous voulez que je prenne des décisions techniques, je ne suis pas la bonne personne. Mais je peux m'occuper des gens, par exemple. Puis mon principe de Peter, c'est pas appliqué à ce moment-là, dans le sens où c'est pas parce que tu es un bon développeur qu'automatiquement, tu vas être un bon chef d'équipe. Parce que là, tout d'un coup, tu te ramasses, tu as été très, très bon à faire du technique, puis là, tu te ramasses à t'occuper des humains. Il y en a pas mal qui ça les intéresse pas, et qui ne savent pas comment. Donc moi, je me suis tranquillement transformé. Je me suis rendu compte, à force d'être dans mes équipes de développement, j'avais plus de plaisir à bâtir mon équipe et à la faire progresser qu'à faire des sites web. Donc, je me suis rendu compte moi-même que je m'en allais davantage vers les gens, puis c'est ça que j'ai vendu. Voulez-vous que j'amène vos gens plus loin? Eux autres, c'est des experts. Il y en a qui étaient payés plus que moi, là. Okay? Des développeurs sont capables de prendre des décisions techniques. Puis s'ils ne sont pas certains, on va demander à d'autres, on n'est pas fou. Puis ça a très, très bien fonctionné. Fait que j'étais quand même un gestionnaire d'une équipe de développeurs, mais c'est eux autres qui prenaient les décisions de développement. Et ça, c'était avant GoPirate. C'était mon expérience qui me propulsait vers aller GoPirate et aller étendre ça partout, dans le fond. Là. Ce genre de modèle plus décentralisé, là. J'imagine que pour faire les postes que tu as fait aussi, il y a beaucoup une question de leadership, il y a aussi de ton côté à toi, mais ce que tantôt on abordait comme sujet, c'est de développer aussi le leadership à travers une organisation, puis que les gens soient capables de prendre des décisions comme par eux-mêmes, comme on disait. Puis pour toi, mettons, en ce moment, je pense que la façon de voir le leadership a beaucoup évolué avec les années, puis aussi avec la pandémie, ça a pris une autre forme pour certains gestionnaires, là. Donc, pour toi, avoir un bon leadership en 2021, ça consiste en quoi? Ça, c'est intéressant parce que la réponse que je vais te donner aujourd'hui, c'est pas la même que je t'aurais donnée il y a 2 ans.
Mhm. Pour moi, au départ, c'était avoir un leader, un bon leader, c'était quelqu'un qui était capable d'avoir des followers qui sont heureux. Et j'ai déjà eu, moi, quand j'étais gestionnaire, j'ai déjà eu un employé qui me disait, Olivier, j'ai pas besoin que tu sois ma mère, là. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, puis je vais le faire. La claque d'en face, toi? Il voulait pas que je sois son ami, il voulait pas que je sois gentil, puis que je m'occupe de lui. Fait qu'essentiellement, ce qu'il m'a dit, c'est, regarde, j'ai pas besoin d'être traité comme un enfant. Fait que le leadership, maintenant, pour moi, c'est ça, t'es pas un leader parce que tu as des followers. T'es un leader parce que tu traites des gens comme des leaders. C'est-à-dire que si tu traites des gens comme des followers, c'est quoi le réflexe qu'ils vont avoir, eux, quand ils vont être en position de leadership? C'est de traiter les autres comme des suiveux aussi. Fait que pour moi, le leadership, c'est essentiellement, regarde, donne des opportunités aux gens, donne-leur des super pouvoirs, on dit ça des fois. Hein? Aide-les à devenir complètement indépendants de toi. Donc, ça ne peut pas être des followers dans ce temps-là. Ça se peut qu'ils te suivent pareil, hein? Mais ce pas des suiveurs dans l'âme. Fait que, tu sais, crée d'autres leaders, puis tu es un bon leader, généralement. Mais essayer de donner des opportunités aux gens, puis ça fait partie de la mission de GoPirate, hein? C'est multiplier les options pour les gens. On a nous-mêmes trop souvent vécu des moments où on n'avait plus d'options, puis la seule qu'on avait, c'était d'aller travailler la tête basse. Puis, c'est pas le fun. Moi, je me suis libéré de ça à 38 ans. Puis, on aimerait ça que pas personne d'autre aille à le vivre. Hein? Fait qu'on essaie de multiplier les options des gens, au moins les aider à se multiplier leurs propres options. Vraiment cool, Olivier. Sérieusement, je l'ai dit en entrée de jeu, là, j'adore ton contenu, mais t'écouter parler présentement, t'es vraiment knowledgeable, c'est vraiment, vraiment solide. Tu sais, quand tu es passé à travers autant de choses, puis qu'à une année, tu as dit c'est assez, tu veux encore plus de choses. Je te dirais, j'ai pas mal de choses à raconter, mais tu sais, à un moment donné, tu ne te pars pas en entreprise, surtout une OBNL, pour ton propre profit. Tu sais. Fait que nous, c'est vraiment ça là, en ce moment. On essaie de faire le maximum pour que les gens sentent qu'ils ont encore une traction ou au moins un certain niveau d'ownership de leur propre carrière. Là. J'ai déjà vu ça, moi, des gens que c'est leur patron qui décide de leur carrière. Tu sais. Je trouve pas que c'est acceptable. Fait que ouais, c'est ça. On fait ce qu'il faut pour que les gens se libèrent un petit peu de ce carcan-là, dans le fond. Oh, mettons, j'ai une petite idée, mais pourquoi avoir été vers l'OBNL? Au départ, on n'était pas une OBNL. Quand on a commencé GoPirate, on était une entreprise privée en décembre 2019, janvier 2020. 3 mois plus tard, il y avait une pandémie. Tous nos clients potentiels sont évaporés. Puis là, on s'est posé la question. Bon, on a perdu nos clients, on a perdu nos mandats. On fait quoi? On n'a rien d'autre à faire. On part-tu un podcast? C'est là qu'on a parti notre podcast en se disant, ça fait 6 mois qu'on en parle, ça fait 6 mois qu'on le pousse parce qu'on n'a pas le temps. Là, on a le temps, on fait le podcast. Puis c'est ce qu'on a fait de l'été, hein? C'est pas mal juste ça qu'on a fait. En se disant, ça va passer, là, la pandémie, les premières vagues, là, ça va être fini après. T'sais. Mais on s'est rendu compte après ça, à peu près vers la fin de l'été, notre podcast, puis la réaction à notre podcast a fait en sorte qu'on a complètement revu notre modèle d'affaires. On comprenait beaucoup mieux ce que les gens voulaient de nous, puis qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on offrait. Rien. OK? Puis on s'est dit aussi, ben, comment on peut être plus proche de nos valeurs? Non seulement on s'appelle GoPirate pour se rappeler qui on est puis pas compromettre nos valeurs. Hein? C'est difficile de compromettre tes valeurs quand tu es déguisé en pirate sur YouTube. OK, tu comprends-tu? On y est allé à fond. C'est du marketing weaponisé qu'on fait. Là. Fait que c'est difficile après ça de dire non, on n'est pas des pirates. Tu comprends-tu? Fait que ça nous garde proche de nos valeurs. Ben, en même temps, on s'est dit comment on peut aller plus loin? Ben, en ayant une OBNL, en changeant ça en OBNL, le message qu'on envoie est aussi plus fort. T'sais. On n'est pas ici pour se remplir les poches. Là. OK? On est ici pour aider, donner. Puis si on a des profits, on va y réinvestir dans d'autres projets qui sont là pour donner puis aider les gens. Maintenant, je vous dirais, ce serait mentir de dire, tu sais, si on était multimillionnaire avant avec nos autres business, on aurait-tu parti un OBNL? Peut-être pas. Tu sais, juste par gaieté de cœur puis parce qu'on est des grands cœurs. Et l'idée, c'est qu'on pouvait. L'investissement n'était pas très, très grand. Puis ça fitait avec nos valeurs du moment. Fait qu'on l'a fait. Puis jusqu'à maintenant, ça a un impact. Soyons honnêtes, là.
Du jour au lendemain, j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises nous voyaient d'un meilleur œil, juste parce qu'on était un OBNL, comme si on facturait pas. Mais non, on facture toujours. Mais je trouvais que c'était mieux aligné sur ce qu'on voulait faire aussi. Ouais. Ça nous ramène constamment aussi sur pourquoi on existe et tout ça. Puis c'est un nouveau monde aussi qu'on n'avait jamais exploré. Puis on aime beaucoup faire des expériences, essayer de nouvelles choses. Fait que ça a été, tout ça nous a convaincus de le faire. Puis pas de regrets jusqu'ici. That's it. Vous avez l'air d'avoir une belle chimie, toi puis Maurice. Vous êtes associés, en fait, moi aussi, puis Ouais. moi et Maudit, on s'est associés. Je vais, dans le parcours que j'ai fait depuis que je me suis lancé, j'ai vu aussi beaucoup de personnes l'avoir dur quand ils commencent sont seuls, puis tout ça, c'est pas facile de se lancer en affaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question que est-ce qu'ils devraient s'associer ou non, se trouver un partner. Est-ce que vous, ça s'est bien passé? J'imagine si vous êtes encore ensemble, naturellement. Est-ce que tu peux me parler un peu des enjeux qu'il y a eu par rapport à ça, puis les bons Ah côtés que ça oui. a s'associer? Ben, écoute, moi, je me serais jamais parti en business seul. Déjà, là, je peux te dire ça, là, j'étais convaincu que j'avais absolument pas rien d'un entrepreneur. Puis, tu vois, ça a pris Maurice me convaincre. Fait que déjà, ça, c'est un avantage assez indéniable. Au départ, il n'y avait pas juste Maurice, il y avait un autre qui était dans le décor. Hein, c'était avant GoPirate. Puis, c'était un ami de Maurice et on était à 3 là-dedans. Puis, on a appris une leçon très, très importante. Tu sais, il y en a qui se demandent, devrais-tu me partir avec des amis en business? Ça a été difficile le moment où on s'est rendu compte qu'on n'était pas alignés sur les valeurs. Il y en avait deux qui voulaient quelque chose, puis l'autre qui voulait autre chose. Et ça a mis fin non seulement à l'entreprise qu'on avait ensemble, mais à une longue amitié entre Maurice et ce collègue-là, qui a été collègues ensemble, ils ont été amis. Beaucoup de regrets de ça, on a beaucoup de peine, mais il n'y a pas grand-chose qu'on a pu faire. Fait que je pense que c'est la leçon qu'on a apprise, c'est que si on n'est pas aligné en termes de valeurs, c'est peut-être mieux de ne pas le faire. Moi et Maurice, on pense essentiellement, c'est comme si on partageait le même cerveau. On n'a pas beaucoup à se parler pour prendre des décisions. Ça se fait pas mal tout automatiquement. C'est un privilège qu'on a. C'est pas le cas de beaucoup de gens qui se lancent en affaires avec des partenaires non plus. Fait que je voudrais vous dire, faites un reality check souvent. Est-ce qu'on est encore en ligne? Est-ce qu'on veut encore les mêmes choses? Puis gardez-vous tout le temps une pote de sortie. Puis là, je ne parle pas de manipuler quelque chose. Soyez honnête aussi. Hein? Des fois, une entente, dans un couple, il y en a qui font des prenups. Hein? C'est peut-être mieux de gérer qu'est-ce qui se passe si ça vire mal pendant que ça va bien. Ben, on fait ça souvent aussi avec GoPirate. Il arrive quoi si ça ne marche plus? On regarde pas trop régulièrement parce qu'on n'a pas besoin vraiment, mais on a déjà décidé un petit peu comment ça pourrait se passer, etc. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on a mis trop de temps parce que ça va vraiment bien. Mais oui, il pourrait arriver n'importe quoi, mais maintenant qu'on est un OBNL, hein, les OBNL, en théorie, peuvent survivre sans nous. C'est pas parce qu'on est les fondateurs qu'on est nécessaire. On a un comité administratif qui est là, de 5 personnes qui nous aident à prendre des bonnes décisions puis à nous garder aussi honnêtes. Donc, voilà. Fait que essentiellement, en créant GoPirate, on ne s'est pas débarrassé de notre bébé. On l'a mis entre les mains depuis juste nous-mêmes. Mm-hmm. C'était une grosse. Il fallait qu'on ait confiance. Mais c'est correct. Oui, c'est une grosse décision à prendre. Le CA pourrait nous pousser et décider de mettre d'autres mondes à notre place. Mm-hmm. Donc, voilà. Écoute, Olivier, j'ai une avant-dernière question pour toi, en fait. Tu as une excellente stratégie sur LinkedIn. Là. Je vois tes publications passer assez régulièrement, puis ils ont énormément d'engagement. T'aurais-tu un petit truc à dire pour nos clients ou les personnes qui nous écoutent, en fait, comment tu as fait pour bâtir une aussi bonne stratégie, une aussi bonne communauté sur LinkedIn? Oui, très, très simple. Si j'ai juste à regarder ce qui marche chez moi et ce qui ne marche pas, là, c'est assez simple. Quand j'écris à propos de moi, ça ne marche pas. Quand je fais quoi que ce soit à propos des autres, ça marche. Fait que les seules pauses qui ne lèvent pas pantoute, là, c'est quand on fait de la publicité pour nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est n'importe quel truc. Ma stratégie LinkedIn est assez simple. J'essaye d'investir 5 minutes par jour à aider quelqu'un. OK? Que ce soit en privé, que ce soit en... Puis des fois, je vais compter mon post du jour. Par exemple, hey, ça, c'était une bonne leçon que j'ai appris.
j'essaie de faire un storytelling pour l'expliquer. Puis tu vois la réaction des gens, tu vois bien que j'en ai aidé 2, 3. C'est tout le temps en fonction de est-ce que mon expérience que je raconte va aider quelqu'un ou quelqu'un va se sentir hey, j'ai un contexte qui est semblable, etc. Mais l'idée, c'est si tu parles de toi, puis toi, c'est pas mal difficile. Le monde, ils ne vont pas te suivre pour toi. Ils vont te suivre parce qu'ils sentent que tu les aides, eux. Fait que moi, ça fait, tu sais, oui, mon réseau, il lève là, Maude, mais j'ai commencé à être actif en 2017. OK? Ça fait 4 ans. Fait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte qui vaut la peine d'être fait quand j'ai voulu, à un moment donné, mettre en contact quelqu'un qui me demandait si j'avais besoin d'une analyse d'affaires. J'ai dit, ben non, mais je peux te mettre en contact avec 2 ou 3 recruteurs de Montréal. Puis elle me dit, pourquoi tu fais ça? Ben comment, pourquoi je fais ça? C'est ça que je voudrais qu'on fasse si moi je cherchais un job, tu sais. Ouais, dit, mais c'est parce que non seulement tu es le seul dans les 60 à qui j'ai écrit qui a répondu, mais tu es aussi le seul qui me propose de me mettre en contact avec d'autres, tu sais. Et là, je me suis rendu compte que, regarde, 5 minutes dans ma vie, là, et c'est peut-être une carrière pour ces personnes-là, là. Je suis qui pour y enlever ça? C'est depuis ce moment-là que je mets 5 minutes par jour à essayer d'aider quelqu'un. Puis quand le monde me demande qu'est-ce que tu veux en échange, ben aide quelqu'un 5 minutes. Prends 5 minutes pour aider quelqu'un. J'ai pas tout le temps 2 heures, j'ai pas tout le temps 3 heures pour aider quelqu'un, mais souvent je le fais pareil. Puis je sais que le jour où on va en avoir besoin, ben les gens vont être là. Puis as-tu vu, on a parti une campagne de sociofinancement avec 0 attente, puis on l'a rempli en 2 semaines. Parce que notre réseau était là. Donc, c'est vraiment surprenant ce que ça peut faire de vraiment tout le temps focusser, amener de la valeur aux gens, quelque chose qu'ils peuvent utiliser immédiatement, puis sans demander rien en retour. Ça te revient, le karma, puis j'ai fait un post là-dessus récemment, là, le karma, c'est quelque chose de practical, c'est pratique, c'est pas quelque chose d'ésotériste, whatever, là, Ouais. c'est normal que quand tu sèmes du bon, que le monde, de temps en temps, ils veulent te le remettre, là, c'est quelque chose de Ouais. très pratique. Oui, Euh, c'est pas automatique, c'est pas magique. Puis mes posts, des fois, il y en a que vous n'avez pas vu parce qu'ils ne marchaient pas. Il y en a qui ont été très, très, très controversés. Puis c'était pas nécessairement la publicité que je voulais avoir, mais ça fait partie de la chose. On essaie des affaires, on essaie erreur beaucoup. Hein. Amen. Petite dernière question, l'idée qu'on pose à tous nos invités, qui est un petit peu le thème là, de notre podcast. Si on parle de l'univers numérique, comment tu arrives à garder l'équilibre à travers de tout ça? C'est quoi tes trucs pour te garder équilibré dans un monde qu'on est sans cesse garoché tout plein d'informations, tout le temps en train d'avoir une notification sur notre cellulaire, des emails, tout ça? Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis équilibré? Ben moi, j'ai un truc. Je me suis mis une petite règle. Je reçois beaucoup de messages privés sur LinkedIn. Le soir, je garde ça pour le lendemain. T'sais. Fait que là, il y en a une couple qui m'ont écrit vendredi, puis là, ils doivent trouver que c'est long, parce que je vais répondre demain matin. Mais c'est correct, parce que c'est une longue fin de semaine. Hein. Donc, ouais, moi, j'essaie de faire ça. Pareil, tu sais, quand je suis en mandat chez des clients, j'essaie de ne pas prendre mes courriels quand je reçois le soir. Des fois, je me rends compte, regarde, tu vois la notification passer, puis tu vois bien que c'est urgent, là. Si je juge que ce n'est pas urgent, je le laisse pour plus tard. Je me suis fait une règle aussi, super importante depuis la pandémie. Je me suis rendu compte de quelque chose. Maintenant, juste imaginer retourner à ça, c'est presque innommable. C'est qu'écoute, avant, là, je travaillais au centre-ville, tu sais, puis à mes anciens jobs, ça me coûtait 40 heures de mon temps par mois, aller au centre-ville. Puis maintenant, j'essaye d'imaginer, là, j'ai déménagé, puis ça me prendrait probablement un autre 40 heures. J'essaye d'imaginer d'investir ce temps-là dans le transport au lieu d'aller jouer au parc avec mon fils qui se gardait à trois maisons d'ici. Je ne vois vraiment pas comment je réussis à concilier ça. Donc, fait que, tu sais, tout ça me fait réaliser à quel point j'ai la chance en ce moment de pouvoir m'occuper de ma famille. Puis j'essaie de le faire ça un minimum d'heures par jour aussi. Il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir m'empêcher d'aller coucher mon fils. Il n'y a pas grand email ou d'urgence qui va m'empêcher d'aller y raconter 3 histoires avant de dormir. T'sais. Fait que ça, j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup d'importance là-dessus. Puis, le reste, c'est du travail. Il y a des affaires qui sont critiques. Il y a des périodes qui sont super importantes où on doit faire des rushs. Mais
j'essaie de m'arranger que ce soit des exceptions. That's it. Vraiment un plaisir, Olivier. On peut te suivre naturellement sur LinkedIn. On en a parlé un petit peu à plusieurs reprises dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs que ça? Ailleurs que LinkedIn, écoutez, notre podcast est disponible en audio et en vidéo. Fait que si vous voulez nous voir déguisés, comme deux pirates, pour vrai, c'est sur YouTube. C'est Go Pirate avec un Y. Puis sinon, sur toutes les autres plateformes de podcast audio, Spotify, Apple et compagnie, on est aussi accessible. Autrement, ça m'arrivait de donner des conférences. C'est un petit peu plus rare avec la pandémie. Mais en ce moment, on est le 24 mai 2021 et moi et mon associé, on va donner une conférence à Agiletour Lyon, en France. Avec la magie du vidéoconférence. Mais dès qu'il va y avoir un retour à la normale, ce que je mets en guillemets, on va probablement être un petit peu plus visible aussi dans les conférences, des rassemblements où on va pouvoir partager notre connaissance et nos valeurs. Là. On va aller se faire aller un petit peu plus. On va espérer se voir là-dedans parce que Olivier, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Je le répète, t'es vraiment knowledgeable, une grande sagesse. J'espère que le monde va bien écouter quelques concepts que tu as dit parce que c'est vraiment applicable à la vie pour en tout cas, moi, je vais certainement le faire, c'est sûr et certain. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Olivier. C'était super le fun comme épisode. Puis, merci beaucoup de l'invitation. C'est difficile à refuser, soyons honnêtes. Merci. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.